Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc. Je suis Angélique Azi, donc je suis responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc et rédactrice en chef de la revue Droit et stratégie des affaires au Maroc. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour un webinaire consacré à la société par action simplifiée, la SAS, à l'aune de la loi 1920 récemment publiée au bulletin officiel. Cette visioconférence sera animée par Ayoub Belloussine, qui est avocat au barreau de Paris et fondateur du cabinet Belloussine. Donc, avant de passer la parole à notre expert, je vous indique que vous pouvez, tout au long de son intervention, lui poser des questions via le chat qui figure à droite de votre écran. Donc, notre expert y répondra au fur et à mesure de leur apparition sur l'écran. Merci à tous et je passe la parole à Ayoub Belloussine. Merci Angélique. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre participation. Merci à LexisNexis d'avoir organisé ce webinaire dédié donc à cette nouvelle structure marocaine. Cette structure donc qui a été introduite récemment par la loi numéro 1920. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons essayer de traverser un peu le régime juridique qui est applicable à cette société. Et donc, aussi, on va essayer d'introduire sa simplicité, mais aussi sa complexité. Donc s'agissant de cette nouvelle société par action simplifiée, donc juste pour information, il y avait dans le droit marocain ce qu'on appelait la société anonyme simplifiée. Donc, cette société a été abrogée. Et aujourd'hui, on parle de société par action simplifiée qui, dont les dispositions figurent dans la loi 596 et non plus dans la loi 1795. Donc la SAS, c'est une société qui, à la base, était destinée aux filiales communes, aux joint ventures, donc à des grandes sociétés qui étaient considérées par la loi comme des sociétés averties. Et donc, la loi a considéré que de tels professionnels n'avaient pas besoin d'une protection, donc elle a assoupli les conditions, elle a introduit plus de liberté contractuelle pour de tels professionnels, mais il y a eu un phénomène en France, à partir de la fin des années 90, où on a vu cette société qui a été élargie à tout le monde, à des personnes physiques ou morales, et il n'y avait plus de seuil minimal pour constituer une telle société. Et donc, cette société avait été particulièrement appréhendée par l'industrie du capital d'investissement, le private equity, et donc parce que c'était une société qui, par sa souplesse, permettait d'atteindre les objectifs financiers qui étaient à réaliser par des fonds d'investissement, par des fondateurs de start-up, mais aussi par d'autres schémas ou de montage juridique et fiscal. Donc, pour résumer un peu les nombreux avantages de cette société, donc on parle d'abord d'une grande liberté contractuelle qui permet une certaine souplesse du fonctionnement. Donc, à cet égard, on peut dire que la SAS est moins rigide que la SA et la SARL, car, comme on va le voir dans le développement, elle permet une certaine souplesse que la SA ou la SARL ne permettent pas. Donc, à titre d'exemple, on peut garder en tête, on va aborder ça avec plus de détails, mais on peut d'ores et déjà garder en tête que cette société permet de dissocier le capital et le pouvoir. Donc, elle est particulièrement adéquate pour les startups qui font l'objet de diverses levées de fonds et qui souhaitent souvent garder le contrôle de la société. Donc, les startups ont à la fois comme objectif de lever beaucoup de fonds, mais en même temps, les fondateurs, ce qui est tout à fait normal, souhaitent garder le contrôle. Donc, la SAS, de par sa souplesse, permet d'atteindre ce genre d'objectif.
Aussi, elle permet aussi, dans ce genre de montage, de renforcer le droit d'information des investisseurs qui sont actionnaires. Parce que, comme vous le savez, les investisseurs considèrent que le droit d'information qui est prévu légalement, que ce soit dans la SA ou la SARL, n'est pas suffisant. Comme c'est des acteurs qui ont beaucoup la culture du reporting, donc généralement ces acteurs-là prévoient un droit d'information renforcé dans les statuts et la SAS perdait cela. Enfin, on peut dire aussi à titre d'exemple, dans le cadre de la souplesse qui est prévue dans la SAS, on peut dire par exemple que pour réaliser des opérations, la réalisation des opérations peut prendre un délai plus court. Par exemple, dans la SA, comme on le sait, si on veut faire par exemple une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, il faut d'abord convoquer le conseil d'administration. En fait, ensuite, il faut soumettre le rapport du CA au commissaire aux comptes 45 jours au moins avant l'Assemblée générale. Donc, il y a un délai. Et ensuite, il faut convoquer l'Assemblée générale. Donc, généralement, il y a un délai de 45 jours à 2 mois juste pour faire une augmentation de capital. Donc, la SAS peut permettre d'introduire beaucoup de souplesse à ce niveau-là et, in fine, permettre à réaliser les opérations de manière plus rapide. Et donc, on peut dire et on peut retenir d'ores et déjà que la SAS est une société qui facilite les partenariats et qui est adéquate pour l'ouverture du capital. Donc, dans le cadre de ce webinaire, en fait, on va revenir donc sur les règles qui s'appliquent à la SAS et qui ne sont pas nombreuses. Donc, le législateur a prévu 15 articles. C'est les articles 43-1 et suivants qui figurent dans la loi maintenant 596. Donc, il y a d'une part 15 articles qui introduisent l'ossature et les dispositions impératifs qui s'appliquent à cette société. Et donc, d'autre part, il y a beaucoup de libertés contractuelles. Donc, on peut à la fois dire que c'est une société très simple, car très peu de règles s'imposent aux associés, mais aussi, on peut dire, mais aussi, c'est une société très complexe, dans le sens où, quand on se retrouve devant un vide ou devant le silence des statuts, on peut facilement se retrouver dans une zone grise et qui n'est souhaitable ni pour les associés, ni pour les conseils, ni pour le juge d'ailleurs, ou l'arbitre qui, en se retrouvant devant le silence des statuts, devra puiser dans d'autres sources. Donc, on va donc introduire le régime juridique au vu de la loi qui a été introduite donc, par la loi 1920. Pardon. Alors. Donc, on peut dire quelle est l'originalité de la SAS. Donc, on peut rappeler la base. C'est une société commerciale et qui combine deux options très intéressantes. Il faut les rappeler. Donc, souvent, on m'a posé la question souvent à chaque fois que je disais il y a aujourd'hui une nouvelle société régie par beaucoup de libertés contractuelles. La première question qu'on me posait généralement, est-ce que cette société, la responsabilité des associés est limitée au montant des apports? Donc la réponse est oui. Donc c'est une société commerciale qui combine à la fois une responsabilité limitée des associés au montant de leurs apports et à la fois une liberté contractuelle. Donc, pour ce qui est de cette liberté contractuelle, elle s'applique pour régir l'organisation, le fonctionnement et la direction de la SAS, qui sont librement fixés donc par les statuts. Donc, ce qu'il faut retenir de cette liberté contractuelle, c'est que les statuts vont régir la vie de la SAS, son organisation, son fonctionnement et sa direction. Donc, pour revenir de manière plus précise sur les dispositions légales qui s'appliquent à la SAS, donc on a les fameux 15 articles qui se retrouvent donc dans les articles
1 et suivant de la loi 596. Donc, ça, c'est des articles, c'est un régime spécial prévu spécialement pour la SAS. Mais à côté, il y a d'autres articles. Et donc, il faut maîtriser cet aspect-là de la SAS qui est très important. Donc, il y a les 15 articles prévus aux articles 43.1 et suivants. Ensuite, il y a, sous certaines conditions, certaines dispositions de la loi 1795 relatives aux sociétés anonymes. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'articles dans cette loi. Donc, en fait, il faut dire que lorsque les articles de la société anonyme sont compatibles avec le fonctionnement de la SAS, et lorsque ces articles n'ont pas été explicitement exclus par le législateur, ils peuvent être applicables à la SAS. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, comme vous le verrez, la loi 1920 a modifié l'article 1er de la loi 596. Et dans cet article, on dit aujourd'hui, donc c'est copié de ce qui existe en France, donc on dit que la société par action simplifiée est régie par les dispositions de la loi 1795 dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres et à l'exception de certains articles. Donc pour les praticiens, il faut toujours voir ces articles qui ont été explicitement exclus. Donc il y a plusieurs articles, surtout relatifs à la gouvernance, conseil d'administration, que le législateur a explicitement exclus à l'application de la SAS. Mais encore une fois, ce qu'il faut garder en tête, c'est dans le silence des statuts, ce n'est que dans le silence des statuts que le juge ou l'arbitre ira puiser dans les dispositions de la loi 1795 pour les appliquer à la SAS. En principe, on va toujours partir du principe donc, que c'est les 15 articles qui figurent à la loi qui figurent aux articles 43.1 de la loi 596 et les statuts qui régissent cette société et certains articles de la loi 1795. Ensuite, il faut garder en tête, donc c'est le régime général du droit des sociétés au Maroc. Donc les articles 982 et suivants qui figurent dans le Dahir formant Code des obligations et des contrats qui régissent le droit des sociétés générales au Maroc. Donc ces articles-là, il ne faut pas les oublier. Et parfois, il y a des articles qui peuvent s'appliquer à la SAS. Et donc, tout cela pour vous dire qu'il faut éviter au maximum dans cette société de se retrouver à une situation où on est dans le silence des statuts. Parce que ce n'est que dans le silence des statuts que le juge ou l'arbitre ira puiser sa source dans soit les dispositions de la loi 1795, soit les dispositions générales qui régissent les sociétés dans le DOC. Donc, encore une fois, quelle est la limite de cette liberté contractuelle de la SAS? Donc, le législateur nous dit, donc c'est l'article d'ailleurs 43.4 de la loi 596, qui nous dit que seule l'organisation, le fonctionnement et la direction de la SAS sont librement régis par les statuts, dans le respect de certaines dispositions impératives qui se retrouvent dans les articles 43.1 et suivants. Par conséquent, ce qu'il faut garder en tête aussi, la Constitution, la dissolution et la liquidation ne sont pas régis par la liberté contractuelle. La Constitution, en effet, il y a des conditions de fond qui ont été assouplies dans le cadre des articles 43.1 qui sont applicables, mais pour ce qui est des conditions de forme, pour ce qui est de tout ce qui est publicité, tous ces articles-là vont être applicables à la SAS. De même pour la dissolution et la liquidation. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la vie et la mort de cette société n'est pas vraiment régie par la liberté contractuelle. Mais donc, c'est vraiment la vie de la SAS, son fonctionnement, ses organes de gouvernance, comment les associés prennent les décisions. Donc, ça, c'est indéfiniment régi par la liberté contractuelle.
Donc maintenant qu'on a ces limites en tête, on peut commencer par voir quelques dispositions spécifiques. Donc, pour ce qui est de la constitution de la SAS, donc, qui peut constituer une SAS aujourd'hui? Donc, c'est toute personne physique ou morale. Il n'y a plus de conditions spécifiques comme cela existait dans la société anonyme simplifiée. Donc, la SAS est aujourd'hui ouverte à toute personne physique ou morale. Aussi, parmi les innovations phares de cette loi, on a la possibilité de constituer une société par action simplifiée unipersonnelle, c'est-à-dire un seul associé peut, à lui seul, constituer une société par action simplifiée. Et d'ailleurs, à ce titre, on peut d'ores et déjà parler d'un petit avantage, enfin, il y a beaucoup d'avantages par rapport à la société à responsabilité limitée à associé unique, mais parmi les avantages, on peut d'ores et déjà parler que la SAR l'a eu dans un article 49 de la loi 596 qui dispose qu'une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité composée d'une seule personne. Donc, pour ce qui est des grands groupes de sociétés, concrètement, une société mère ne peut pas avoir une filiale à 100% qui elle-même, à son tour, a une filiale à 100% constituée sous forme de SARL. Donc, cette limite n'existe plus dans la SAS et on peut très bien, une société mère pourra très bien avoir une filiale sous forme de SAS qui, à son tour, aura une filiale à 100% constituée sous forme de SAS et sans limite. Donc, c'est très intéressant. Donc, comment constituer une SAS? Donc, on a deux modalités. Donc, soit par la création d'une société nouvelle. Donc, on va créer une société, on va avoir des statuts comme la SA ou la SARL, même si les formalités de création ne sont pas la même. Donc, pour les règles qui s'appliquent, il faudra se référer à la loi 1795. Mais concrètement, c'est des statuts qui devront être signés par tous les associés. Et pour ce qui est de la publicité et des formalités, donc là, il faudra puiser dans la loi 1795. C'est à l'image de la SA. Donc, pour les praticiens qui ont l'habitude des formalités, donc rien ne va changer en particulier, mis à part les conditions de fond. Donc, soit on crée une entité nouvelle, soit on peut transformer des sociétés existantes en SAS. Donc, on peut transformer des sociétés aujourd'hui existantes qui sont intéressées par cette forme sociale, on peut les transformer en SAS. Donc, il y a un certain régime à respecter. On peut, par exemple, donner l'exemple de une société anonyme qui souhaiterait aujourd'hui être transformée en SAS. Donc, cette société anonyme, il y a un régime qui est prévu dans les articles 216 et suivants de la loi 1795. Il faudra les respecter. Mais on peut d'ores et déjà, pour synthétiser, on peut dire parmi les conditions principales, il faut que la société anonyme ait plus d'1 an d'existence. Il faut qu'il y ait un rapport du CAC qui atteste que la situation nette est au moins égale au capital social. Concrètement, cela veut dire que la société doit avoir apuré ses pertes avant d'envisager une transformation. Et ensuite, il y a cette disposition très importante et laquelle il faudra vraiment s'en rappeler pour ce qui est des conditions à la transformation, c'est qu'il faut l'unanimité des actionnaires ou des associés de la société qui envisagent la transformation. Donc ça, c'est très important parce que la loi, le législateur estime qu'une telle décision augmente l'engagement des associés ou des actionnaires. En transformant la SA en SAS, les associés pourront disposer de beaucoup plus de liberté, donc il peut y avoir en fait des actionnaires minoritaires qui soient lésés. Donc, il faut se rappeler que pour envisager une telle transformation, et ça, ce n'est pas
seulement pour la SA qui veut devenir une SAS, mais même pour la SARL et les autres formes, il faut l'unanimité de l'ensemble des actionnaires ou associés pour décider une telle transformation. Quel capital social pour la SAS? Donc là encore, il y a beaucoup de liberté. Le montant du capital social est librement fixé par les statuts. On peut constituer une SAS au capital de, je ne sais pas, 10 dirhams, 100 dirhams, 1000 dirhams. Aucun capital n'est exigé. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est la relation entre le capital social et la situation nette de la société. Donc, comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, certains de vous le savent, il y a cette fameuse règle qu'on retrouve dans la SA et dans la SARL. Pour ce qui est de la SA, c'est si du fait des pertes constatées, la situation nette devient inférieure au quart du capital social. Donc, une certaine procédure doit être envisagée, notamment pour décider s'il y a lieu de prononcer une dissolution anticipée ou de réduire le capital social d'un montant égal au moins à celui des pertes. Donc, cette règle qui figure donc à l'article 356 de la loi 1795 applicable pour la société anonyme et également devrait être applicable aussi pour la SAS. Donc, peu importe le capital social qu'on va choisir, il faut garder en tête que les capitaux propres, ou plutôt la situation nette, ne doit pas être inférieure au quart du capital social. À défaut, il faudra réunir les associés pour décider soit une dissolution anticipée, soit une réduction de capital. Et surtout, dans cet article, c'est que cet article à la fin précise que un tiers peut demander la dissolution de la société. Bon, voilà. Donc cet article parfaitement applicable à la SA est également applicable à la SAS. Donc, pour ce qui est donc toujours dans la Constitution, pour ce qui est des apports qui sont permis dans la SAS, donc on a les trois formes classiques. Donc, on a l'apport en numéraire sous forme de cash, l'apport en nature quand on apporte un bien déterminé à la société, ou l'apport en industrie, c'est-à-dire quand on apporte un savoir-faire, une compétence à la société et non un bien matériellement évaluable. Pour ce qui est donc on a les statuts normalement déterminent les modalités de souscription. Donc, il y a de la liberté contractuelle au stade de la souscription, mais pour ce qui est de la libération, de ces apports, on a quand même c'est l'article 43.5 qui vient réguler la libération. Et donc, pour ce qui est de l'apport en numéraire, les actions représentatives d'apport en numéraire doivent être libérées du quart au moins de la valeur nominale. C'est-à-dire, si on s'engage à souscrire, par exemple, 1 million de dirhams, il faut au moins apporter le quart, c'est-à-dire 250 000 dirhams. Et le surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai qui ne peut excéder 3 ans. Donc, là encore, donc c'est des dispositions impératives qui vont s'imposer aux associés lors de la rédaction des statuts, mais c'est des dispositions impératives qui peuvent être renforcées. On peut parfaitement prévoir dans les statuts de la SAS que les associés doivent libérer 100% des valeurs souscrites, des actions souscrites, par exemple, ou prévoir que la libération du surplus ne peut excéder 1 an ou 6 mois, par exemple. Pour ce qui est de l'apport en nature, donc on retrouve la règle classique, qui est celle que les actions qui représentent les apports en nature doivent être libérées intégralement lors de leur émission. Ce qui veut dire que quand on s'engage à apporter un bien déterminé à la société sous forme d'apport en nature, le transfert de la propriété du bien, du moins quand c'est un apport en propriété, doit être total dès le début.
ne peut pas dire on va transférer la moitié de la propriété, ensuite, dans 2 ans, on va transférer le reste. Non. Quand on fait un apport en propriété, il faut transférer la propriété du bien en intégralité. Et aussi, quelque chose de très important, c'est, comme vous le savez, dans la SA, il y a une procédure, il faut nommer un commissaire aux apports qui prévoit une certaine évaluation en cas d'apport en nature. Pour ce qui est de cette règle, qui figure d'ailleurs à l'article 25 de la loi 1795, cet article c'est l'article 24 de la loi 1795. Donc cet article a été exclu de la SAS, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un apport en nature dans une SAS lors de la Constitution, on n'a pas besoin de passer par un commissaire aux apports, même si les statuts devront préciser la valeur des apports. Mais je pense que voilà, c'est on part du principe que du moment que tous les associés doivent signer les statuts au début, si un associé s'estime lésé par une surévaluation, il ne va tout simplement pas signer ou refuser de s'associer. Toutefois, quand c'est des apports en nature lors de la vie de la société, qui donnent lieu donc à des augmentations de capital en nature, là, c'est l'article 198 de la loi 1795 qui s'applique, et là, il faudra suivre cette procédure. Il faudra nommer un commissaire aux apports, etc. Pour ce qui est de l'apport en industrie, donc ce qu'il faut garder de l'apport en industrie, c'est que les actions qui résultent de l'apport en industrie, donc de cet associé qui veut rapporter son savoir-faire, sa compétence, ces actions-là sont inaliénables, c'est-à-dire que l'associé qui les reçoit ne peut pas les vendre. Il peut seulement recevoir des dividendes chaque année lorsqu'un. Donc voilà pour la Constitution. Je vais voir s'il y a des questions, si des questions ont été posées à ce stade-là. Alors, il y a Lamia qui nous dit « Bonjour, le régime de la société anonyme simplifiée a été abrogé. La loi 1920 ne précise pas que la société par action simplifiée est la continuité de la société anonyme simplifiée. Faut-il recourir à un commissaire à la transformation pour passer à cette nouvelle forme de société pour une ancienne SAS ou est-ce juste une refonte de statut, quid du délai pour procéder à la dite modification 1 an ?» Donc, c'est une question très intéressante. Que deviennent ces anciennes sociétés anonymes simplifiées qui ont été abrogées? Donc, en effet, la loi 1920 ne prévoit pas de dispositions transitoires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour ces sociétés-là qui vont se retrouver devant un vide juridique et une situation un peu délicate. Non, un délai pour procéder à la dite modification, personne n'en parle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'urgence, c'est que si une société anonyme simplifiée existe, il faudra en urgence la transformer en certainement une société par action simplifiée, changer les statuts. Et donc, oui, il faudra transformer la société et faire des démarches surtout auprès du tribunal de commerce pour que cela puisse apparaître sur le modèle 7. Et donc oui, il faut changer les statuts et les déposer au plus rapidement au tribunal du commerce pour ne pas se retrouver dans une situation où la société est régie n'est régie par aucune loi plutôt. Surtout que j'imagine généralement dans les statuts on se réfère à la loi. Donc j'imagine que dans les statuts il y a des références aux articles qui ont été abrogés. Donc oui, il faut rapidement envisager la transformation. Donc, pour ce qui est de la transformation, il faudra respecter la règle de l'unanimité et rapidement envisager cette transformation. Donc, il y a Fatine
qui nous dit bonjour. En ce qui concerne la prise de décision dans la SAS, puisque le législateur n'a pas réellement prévu de disposition à cet effet, les actionnaires disposent-ils d'une liberté totale dans l'organisation de la prise de décision? C'est une très bonne question. On va y revenir. Ce point est normalement va être traité. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, pour ce qui est de la gouvernance de cette société, la SAS, donc, s'il y a peu de dispositions impératives qui s'imposent, il y en a quand même certaines. Et notamment, la plus connue, c'est que la SAS est représentée légalement par un président. Donc, le président, c'est l'unique représentant légal de la SAS. Ce président peut être une personne physique ou morale. Donc là, c'est une très grande innovation. On peut avoir des présidents, personnes morales. Donc ça, c'est un grand avantage par rapport à la SARL associée unique, surtout dans les groupes de sociétés où la société mère pourra devenir président de ses filiales. Et cela a d'autres avantages également. Mais donc, c'est un très, très grand avantage. Et aussi, comme vous le savez, dans les groupes de sociétés, il y a souvent des conventions de prestation de services pour justifier des rémunérations. Aujourd'hui, si on met le président la société mère qui devient président de ses filiales, une rémunération sera justifiée et pourra justifier surtout des flux financiers. Aussi, en cas de changement de présidence ou de gérant de la société mère, il n'y aura aucune formalité à faire dans les filiales. Donc, il faut dire que c'est un avantage. La SAS aussi ne peut être dotée que d'un seul président. En effet, donc, il faut dire que c'est vraiment pour protéger les tiers. On ne peut pas, comme dans la SARL, instaurer une coprésidence. Non, ce n'est pas possible. Seul un président doit représenter légalement la SAS. Toutefois, encore une fois, on peut très bien mettre une SARL où il y a une cogérance. Et donc, on peut avoir deux personnes physiques qui peuvent représenter la SARL qui elle-même est président d'une société. Donc, ou aussi, on peut instaurer une présidence tournante, c'est-à-dire en cas de deux intérêts différents dans la SAS, on peut prévoir que chaque année, la présidence sera réservée à tel actionnaire, tel associé. Donc, ce qu'il faut garder de cela en tête, c'est que comme il y a beaucoup de liberté contractuelle, la loi est venue protéger le tiers qui va contracter avec cette SAS. Il peut y avoir un président. Donc, la loi veut que seul un président représente cette société. Comme ça, les tiers ne se retrouvent pas devant des situations incertaines. Et donc, les pouvoirs du président sont fixés par les statuts. Et là encore, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, hein, monsieur Pelosi. Ok, super. Donc là encore, les pouvoirs du président sont fixés par les statuts. Ils peuvent être limités, très limités, ou même on peut prévoir des pouvoirs supplémentaires. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que les pouvoirs soient limités ou pas, dans ses rapports avec les tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Donc, encore une fois, la logique de cette règle est de protéger le tiers qui va contracter avec la société et aussi assurer une certaine sécurité juridique de tous les accords et de tout ce qui sera signé par le président. Donc, à côté de ce président, on peut avoir d'autres dirigeants. Donc ça, c'est la loi qui nous le permet. On peut avoir ce qu'on appelle des dirigeants statutaires, c'est-à-dire statutaires parce que leur pouvoir doit figurer dans les statuts. Tout
le régime de ces dirigeants doit être précisé dans les statuts de manière la plus précise possible. Donc, les statuts vont dire quels sont les pouvoirs de ces dirigeants, quelles sont les limites de ces pouvoirs, etc. Et donc, là aussi, on peut nommer un ou plusieurs dirigeants. Ces dirigeants peuvent être des personnes physiques ou morales. Donc, on a l'embarras du choix. Toutefois, ce qu'il faut retenir, encore une fois ici, c'est qu'on n'a aucun article qui vient nous dire que de tels dirigeants peuvent représenter la SAS vis-à-vis des tiers. Donc là encore, en tant que praticien, il faudra être vigilant sur ce point. Lorsque vous contractez avec une SAS, il faudra veiller à contracter avec le président. Les autres dirigeants, on ne sait pas vraiment si ils peuvent représenter la SAS à l'égard des tiers. Ils ont des pouvoirs, certes, mais est-ce qu'ils peuvent la représenter? La loi ne nous dit pas vraiment. Mais pour comment dire, rapporter plus de sécurité juridique, on peut très bien, dans les statuts, préciser que tel dirigeant a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, ou aussi le président peut déléguer des compétences, bien sûr, et il peut déléguer le pouvoir de représenter la société. Mais encore une fois, comme ce point est imprécis dans ces dispositions nouvelles, il faudra veiller à faire apparaître dans les CABIS, dans le modèle 7 de la société, que tel dirigeant a le pouvoir de représenter la société. C'est la meilleure manière pour se protéger. Donc là encore, je parle des personnes qui vont être amenées à contracter avec tel dirigeant de la SAS qui n'est pas président, mais qui a reçu telle délégation de pouvoir, ou qui se prétend avoir le pouvoir de représenter la SAS. Donc là, il faudra voir le modèle 7 de la société, et à défaut de précision du modèle 7, il faudra éviter et faire le maximum pour que ce soit le président qui soit signataire et qui représente la société. Et donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est beaucoup de liberté, et aussi, il faut préciser aussi que les statuts doivent prévoir toutes les modalités de nomination, les pouvoirs, comment on révoque, les prises de décision. Donc, les statuts doivent contenir toutes les modalités de prise de décision et tout ce qui se rapporte avec la prise de décision. Et donc, cette liberté nous permet d'avoir ce qu'on appelle une gouvernance sur mesure, ce qui n'existe pas dans les autres sociétés, et ce qui est très intéressant. Donc, on peut très bien avoir divers organes de gouvernance, même des organes de contrôle. À titre d'exemple, on peut s'inspirer de la SA moniste et mettre en place un conseil d'administration à côté du président. Et bien sûr, dans les statuts, on va veiller à définir le pouvoir de ce conseil d'administration. On peut mettre un comité de direction, ou encore on peut s'inspirer de la SA dualiste, mettre un comité de direction et un conseil de surveillance qui surveille le comité de direction et qui devra donner son aval à plusieurs décisions du comité de direction. Mais là encore, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les statuts doivent définir l'ensemble des modalités qui se rapportent à ces conseils. Donc, comment les membres sont nommés, comment ils sont révoqués, comment on convoque un tel conseil, et les modalités de prise de décision. Donc, tout cela doit être défini dans les statuts. Et aujourd'hui, même, comme on voit beaucoup se développer des sociétés qui s'intéressent à la RSE, tout ce qui est la responsabilité sociale des entreprises, donc on peut très bien, par exemple, doter la société d'un comité de RSE, par exemple, qui surveille la politique RSE, comité d'audit. Donc, tout cela est possible. Donc, toutefois, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les statuts doivent rigoureusement définir l'ensemble de ces éléments qui se rapportent à ces organes. Et donc, toujours dans la gouvernance, finalement, on peut se demander quel contrôle pour la SAS, qui contrôle ce président et comment faire, comment se protéger un peu de cette grande liberté.
Et ce contrôle intéresse, il faut dire, les associés. Donc, on peut d'abord instaurer des mécanismes de contrôle statutaires, c'est-à-dire, voilà, comme je l'ai dit avant, on peut très bien imaginer des mécanismes par les associés, comme des autorisations préalables pour certains actes, où on peut mettre en place un conseil de surveillance ou de contrôle qui surveille certains actes du président ou qui doit donner son autorisation préalable ou qui a un droit de veto. On peut tout imaginer. Donc, il y a ce qu'on prévoit par la liberté. Il y a aussi l'obligation de désigner un commissaire aux comptes à partir d'un certain seuil. Donc, à partir de ce seuil sera prochainement défini par un acte réglementaire. Et donc, on espère avoir le même seuil que la SARL. Donc, comme vous le savez, dans la SARL, un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la dite SARL a un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dirhams. Donc là, on attend toujours ce seuil, mais ce qu'on peut garder d'ores et déjà en tête, c'est qu'en dessous de ce seuil, il n'y aura pas d'obligation d'avoir un CAC dans la SAS, ce qui réduit les coûts de fonctionnement. Alors, pour ce qui est des conventions réglementées, il y a effectivement un article prévu dans les articles 43.1 et suivants. C'est l'article, c'est l'article 43.11 qui met en place un système de conventions réglementées, c'est-à-dire des conventions qui devront être approuvées par les associés. Toutefois, donc, je me permets de présenter quelques lacunes de cet article, qui est un article qui a été repris, qui est le même que celui qui figurait pour la société anonyme simplifiée. Mais cet article nous dit que c'est le commissaire aux comptes. Donc, précisément, il nous dit le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président ou ses dirigeants. Donc, selon cet article, seul le commissaire aux comptes présente un tel rapport. Donc, quand il n'y a pas de commissaire aux comptes dans la société, on se demande qui va le présenter, ce rapport. Et ensuite, le périmètre des conventions visées, c'est seulement les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants. Qu'en est-il des conventions prévues entre la société et ses associés? A priori, rien n'est prévu. A priori, la voie est libre. Mais encore une fois, on peut réparer cette petite lacune dans les statuts. On peut très bien prévoir une procédure de convention réglementée renforcée dans les statuts et l'élargir aux actes qui sont conclus entre la société et ses associés, mettre en place une obligation pour le président de présenter de telles conventions aux associés, même en l'absence d'un commissaire aux comptes, etc. On peut aussi se demander quelles sont les prérogatives légales des associés en l'absence de stipulation statutaire. Est-ce que la loi donne des prérogatives aux associés pour se protéger? Donc, on a déjà, toujours dans l'article d'ailleurs 48.11, la loi nous dit qu'un associé peut demander la désignation d'un commissaire aux comptes au président du tribunal par voie de référé. Donc, il s'agit de l'hypothèse où il n'y a pas d'obligation légale de désigner un commissaire aux comptes et qu'un associé veut peut-être renforcer le contrôle de la société, avoir un CAC qui contrôle la comptabilité. Donc, un associé, sans condition, peut aller au tribunal et demander au président du tribunal par voie de référé de nommer un commissaire aux comptes. Donc, c'est intéressant. Aussi, on a l'expertise de gestion de l'article 157 de la loi 1795. Donc, c'est l'expertise de gestion qui est prévue pour la SA. On peut très bien l'appliquer ici dans les conditions prévues pour la SA aussi. Donc, voilà. Et donc, tout le reste sera régi par les statuts, encore une fois. Même pour tout ce qui est le droit de communication des documents,
ces droits, c'est des droits des actionnaires dans la SA qui figurent aux articles 146 et 148 et suivants, qui octroient une sorte de droit de communication des actionnaires pour obtenir certains documents sociaux. Donc, ces articles ont été exclus de l'application de la SAS, ce qui veut dire qu'il faudra veiller à prévoir cela dans les statuts. Et enfin, il y a un dispositif de sanctions civiles et pénales qui figure d'ailleurs dans l'article 43.13. Donc, il y a bien un dispositif de sanctions pénales qui existe pour les dirigeants de la SAS, mais il faut dire que la bonne chose, c'est que ce dispositif est en quelque sorte allégé par rapport à la SA. Beaucoup moins de sanctions sont prévues. Donc, c'est intéressant pour des associés de constituer une SAS qui est plus légère sur le plan pénal. Donc, pour ce qui est des décisions des associés, je vais rapidement voir s'il y a des questions. Alors... donc, pouvez-vous... Il y a Marie Alésia qui nous demande pouvez-vous rappeler le cadre légal de l'inaliénabilité des apports en industrie? Donc, le cadre légal, il faut plus parler du... Si ce cadre doit être envisagé, il doit l'être dans les statuts. Après, la loi nous dit que ces actions qui représentent des apports en industrie sont inaliénables. Ce qu'on peut déduire, c'est qu'en aucun cas, ces actions ne peuvent ne peuvent être aliénées. Donc, d'une part. D'autre part, s'il y a des restrictions ou des modalités, celles-ci figureront dans les statuts de la société et on peut parfaitement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en tête plus précisément, car comme ces actions ne sont pas aliénables, si vous pouvez préciser la problématique qui vous vient plus précisément, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces actions sont inaliénables et donc en aucun cas l'apporteur en industrie ne peut les vendre ou quoi que ce soit. Donc, il se retrouve, ces actions, leur seul but, ça va être de octroyer le droit à cet actionnaire d'avoir des dividendes. Après, pour ce qui est donc de la durée, il n'y en a pas car elles sont toujours inaliénables. Donc, on a M. Larbi qui nous précise, qui nous demande, en l'absence des stipulations statutaires, est-ce que le juge serait amené à appliquer outre les règles régissant la SAS, les dispositions du DOC, des règles coutumières habituellement suivies dans les sociétés? Est-ce qu'il y a des exemples en jurisprudence française? Écoutez, très bonne question. C'est le point qui a été abordé en introduction. Rapidement, comme on n'a plus beaucoup de temps, en résumé, oui. Oui, et oui, bien sûr. Le juge, lorsqu'il va se retrouver dans cette situation où il va se retrouver devant le silence des statuts et devant une situation compliquée que ni les statuts ni les dispositions des articles 43.1 ne résout, le juge va aller puiser dans ce qu'on appelle l'ordre public sociétaire. Donc, c'est une notion très générale, très compliquée, mais effectivement, le juge peut très bien, et naturellement, le juge peut très bien, quand ces dispositions sont compatibles, appliquer celles du DOC, mais seulement quand elles sont compatibles avec la spécificité de la SAS. Je suis désolé, mais je vais avancer. Donc, pour ce qui est de la décision des associés, je pense avoir vu une question sur cela. Quelqu'un a posé une question sur les associés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Donc, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est encore une fois, c'est les statuts qui régissent comment les associés se réunissent, les modalités de prise de décision, etc. Les statuts doivent tout régir normalement. Mais aujourd'hui, on est devant
petit souci, c'est que dans les dispositions de la loi, dans les dispositions des articles 43.1 et suivants, on n'a aucun article qui vient nous dire telle décision devront être prises par les associés. On avait habituellement, que ce soit dans la société anonyme simplifiée, que ce soit dans la SAS française ou dans la SAS du droit de l'OHADA, on a souvent une disposition qui vient nous dire donc les associés ne devront prendre les décisions qui se rapportent généralement à l'augmentation de capital, réduction de capital, fusion, scission. Là, on n'a rien, on n'a aucune disposition sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut recommander aux praticiens? On ne va certainement pas, dès aujourd'hui, faire des statuts où on donne le pouvoir au président de décider une fusion, par exemple. C'est impossible, ça serait trop risqué. Est-ce que le législateur a voulu donner justement trop de liberté? Ou c'est juste... On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, la règle sera la prudence à ce niveau. Et comme vous le remarquerez, les décisions qui étaient habituellement réservées aux associés, c'était des décisions qui modifiaient la structure du capital. Donc, on avait les augmentations de capital, les réductions de capital, les apports, les fusions, scissions, etc. Donc, ce qu'il faut recommander aujourd'hui, c'est que ces décisions-là, qui non seulement modifient les statuts, mais modifient la structure du capital et qui, par de cela, intéressent directement les associés, ces décisions-là, il faudra que ces décisions relèvent des associés dans un premier temps. Après, on va voir comment la pratique va réagir. Donc, c'est les statuts qui fixent les décisions relevant des associés, comme on l'a dit. Et s'agissant des décisions entraînant la modification des statuts, donc on peut très bien, par exemple, parmi les modifications qui entraînent, les décisions qui entraînent une modification sur les statuts, on a par exemple la modification du siège social, de la dénomination sociale. C'est des décisions qui modifient les statuts. Est-ce que même cela devront être prises par les associés? Je ne pense pas. Je pense que dans le cadre de la liberté instaurée par la SAS, on peut très bien donner la compétence au président de, par exemple, changer la dénomination sociale, changer le lieu du siège social. Et je pense que dans un premier temps, de cette jeune SAS marocaine, il ne faudra pas abuser des pouvoirs qu'on va donner au président et ne pas lui donner les pouvoirs qui vont entraîner des modifications dans la structure du capital. Et encore une fois, un point très important sur lequel il faut insister, c'est que dans le cas de la SAS, on peut prévoir plusieurs de délégations, c'est-à-dire même pour ces fameuses augmentations de capital, réductions, etc., on peut très bien faire des assemblées générales qui décident et qui délèguent au président le pouvoir de réaliser de telles opérations. Donc, ça restera quand même un avantage par rapport à la SA qui va permettre de prendre des décisions de manière plus rapide et plus souple. Donc, à ce stade, on va sûrement faire des assemblées générales qui décident et ensuite on délègue au président pour les modalités. Comment les associés sont-ils consultés? Donc là encore, c'est les statuts qui fixent librement. Voilà, donc on a l'assemblée générale, la consultation écrite, même les visioconférences. Donc là encore, c'est vraiment les statuts qui décident et qui fixent l'ensemble de ces modalités. Quel quorum et majorité, là encore, c'est des choses qui doivent obligatoirement être prévues dans les statuts. Il ne faut pas oublier de préciser dans les statuts quel quorum requis, quelle majorité simple, la majorité ou la majorité renforcée, la majorité des 2/3 ou des 3/4. Tout cela doit être vraiment prévu dans les statuts. Alors, point très important, c'est quel nombre de voix pour chaque associé. Donc, à ce niveau-là, on a la règle de base qu'on retrouve d'ailleurs dans l'article 259 de la loi 1795 et qui nous précise que, excusez-moi, je vais, pour ne pas dire de bêtises, donc, qui nous dit que le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité du capital.
Donc ça, c'est la règle de base qu'on retrouve dans la SARL et dans la SA. Donc pour une action, on a un droit de vote. Qu'en est-il dans la SAS? Est-ce qu'on peut déroger à cette règle? Et la réponse devra être sans doute oui, parce que si on ne peut pas déroger à cette règle, la SAS ne sera pas adaptée aux startups qui, elles, généralement dérogent à cette règle pour garder le pouvoir tout en perdant beaucoup de proportions dans le capital social. Donc, il faudra veiller dans les statuts à exclure l'application de cet article, parce que malheureusement, il n'a pas été exclu par la loi. Donc, on a cet article qui s'applique, mais on peut très bien dire que cet article n'est pas compatible avec le fonctionnement de la SAS et instaurer des droits de vote multiples. Donc là encore, il faudra respecter la procédure des avantages particuliers pour instaurer de telles règles, ou on peut se demander si dans la SAS, on peut passer outre cette procédure, ce qui sera douteux. En tout cas, c'est vrai que les avantages particuliers concernent plus la répartition des dividendes, en tout cas selon l'article 24 de la loi 1795. Donc, on peut très bien, et c'est tout à fait dans l'esprit de la SAS, car le projet de loi le dit, cette loi a été vraiment instaurée pour les startups, donc on peut d'ores et déjà dire que normalement, un droit de vote multiple peut être envisagé pour les associés de la SAS. Enfin, le consentement unanime requis pour certaines décisions. Donc ça, c'est une règle classique du droit des sociétés où pour certaines décisions qui augmentent l'engagement des associés, il faut un consentement unanime. Donc pour ce qui est de la relation entre associés, rapidement, donc un associé peut-il librement céder ses actions? Donc le principe dans la SAS, oui. Le principe, c'est les actions sont des valeurs mobilières librement cessibles et négociables. Toutefois, on a des restrictions qui sont permises. C'est-à-dire, parmi les restrictions qui sont permises, on peut prévoir une inaliénabilité qui n'excède pas 10 ans. Là encore, sur cette inaliénabilité, donc elle ne peut pas excéder 10 ans et il faut préciser précisément dans les statuts quels actes sont concernés, quelles opérations sont concernées par cette inaliénabilité. Est-ce que c'est simplement une cession? Est-ce que les apports aussi? Donc il faut définir largement ou restreindre le périmètre de cette définition, mais il faut que les statuts soient très précis sur ce point. Aussi, on a l'article qui nous dit que les statuts peuvent soumettre toute cession d'action à l'autorisation préalable de la société. Donc là encore, c'est une sorte d'agrément. Donc là encore, les statuts, la loi nous dit simplement cela, mais les statuts devront préciser quel organe va donner l'autorisation, quels sont les actes, les cessions, quel périmètre est englobé par la cession, quelle est la cession qui est visée, est-ce que même entre actionnaires, est-ce que même les cessions à un membre de la famille, donc les statuts devront régir tout cela. Et bien sûr, la préemption également, on peut également prévoir la préemption, mais l'important de tout cela, c'est que cet article nous dit que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Et donc, cet article est général, il nous dit cession effectuée en violation des clauses statutaires et non de l'inaliénabilité ou de l'agrément. Donc, pour les gens, les investisseurs qui n'ont pas de problème avec la confidentialité, il sera recommandé d'insérer toutes ces mesures dans les statuts parce que on va assurer leur efficacité de manière plus importante. En cas de violation, la nullité est assurée, tandis que dans les pactes d'actionnaires, l'exécution en cas d'inexécution, la sanction ne peut pas directement être la nullité. Alors, est-il possible d'exclure un associé de la SAS? Donc là encore, rapidement, malheureusement, on n'a pas de disposition légale spécifique sur ce sujet.
Donc, malheureusement, cette disposition existait dans la société anonyme simplifiée, elle existe en France et dans la SAS de l'OHADA. Donc, il serait risqué aujourd'hui de prévoir un mécanisme d'exclusion, parce que exclure un associé, c'est vraiment une règle, on, on apporte une grande exception à une sorte de liberté très fondamentale pour les associés au sein de la société. On ne peut pas venir et exclure. C'est une sorte d'expropriation. Donc, malgré toute la liberté dont dispose la SAS, il va être difficile en l'absence de loi qui nous autorise à le faire, de venir et de prévoir un mécanisme d'exclusion. Et d'ailleurs, dans la loi française, il y a eu beaucoup de jurisprudence à ce sujet, malgré une disposition qui prévoyait la possibilité d'exclure dans le cas où l'exclusion était assurée par une décision des associés, est-ce que l'associé qui était exclu pouvait participer au vote? Généralement, dans la pratique, certains étaient amenés à exclure un tel associé par logique, mais la jurisprudence était très, très stricte à ce sujet et précisait que malgré le fait qu'un associé, dans l'ordre du jour, il y avait l'exclusion de tel associé, on ne pouvait pas exclure tel associé du droit de vote de cette résolution. On n'est pas dans ce cas aujourd'hui parce qu'on n'a pas de disposition légale spécifique à ce sujet. Et parmi les mécanismes alternatifs, on peut toujours, pour arriver à cet objectif, prévoir la promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives. C'est qu'un tel associé sera obligé de vendre ses actions si tel événement objectif se produit. Alors, et pour ce qui est donc de prévoir une répartition inégale des dividendes, là encore, on est dans l'esprit de la SAS et il faudra bien arriver à cet objectif. Et donc, là encore, on n'a pas de disposition spécifique. Seulement, en droit marocain, on a un article qui est l'article 1034 du TOC, qui nous dit que est nul et rend nul le contrat de société toute stipulation attribuerait à un associé une part dans les bénéfices ou dans les pertes qui est supérieure à la part proportionnelle à sa mise. Donc, ce qui nous fait peur, c'est que cet article est très impératif, car il commence par est nul et rend nul le contrat de société. Donc, on se méfie beaucoup de cet article. Mais encore une fois, le principe de la liberté contractuelle qui est prévu pour la SAS devrait permettre une exception à cet article, ou encore, pour éviter tout risque, on peut prévoir les avantages, la mise en place d'une procédure des avantages particuliers, qui sera d'ailleurs dans tous les cas obligatoire. Donc, si on prévoit une répartition inégale des dividendes ou une grande répartition dans le bénéfice pour tel associé, il faudra passer par la procédure des avantages particuliers. Et comme je l'avais dit au début, cette procédure qui est applicable à la SA ne sera pas appliquée à la SAS lors de la constitution, mais seulement au courant de la vie de la SAS. Donc, sixièmement, le financement, rapidement. Alors, rapidement, quels outils de financement pour la SAS? Donc, comme on le sait et que cela est bien connu, la SAS ne peut pas faire un appel public à l'épargne, ce qui exclut la SAS une SAS ne peut pas être cotée, les actions de la SAS ne peuvent pas être cotées à la bourse des valeurs, donc ce qui exclut une alternative de financement. Mais ce qui est très important, c'est que la SAS, et c'est un très grand avantage par rapport à la SAL, peut émettre des obligations, car toutes les dispositions relatives aux obligations applicables à la SA n'ont pas été exclues pour l'application de la SAS, et donc une SAS peut lever des fonds via l'émission obligataire, et là encore, c'est une mesure phare qui devrait intéresser les startups, car on peut lever des fonds sans pour autant toucher à la structure de l'actionnariat. Et donc, on espère le développement d'un tel marché au Maroc. Et on peut aussi se demander, quid du quasi-equity? Quasi-equity, c'est des valeurs mobilières qui donnent accès au capital. Est-ce que la SAS pourra les émettre? On pense directement, donc les plus utilisés au Maroc, c'est l'obligation convertible. Et on peut aussi penser aux BSA, les bons de souscription d'actions.
qui devrait très intéresser les dirigeants de la SAS. Est-ce qu'on peut émettre de tels instruments, de telles valeurs mobilières? La réponse, selon moi, c'est oui. Il n'y a rien qui nous l'interdit. Et donc, cela devrait apporter un grand plus par rapport à la SARL. Alors, en guise de conclusion, je vais rapidement conclure avant de voir si on peut répondre aux autres questions. En guise de conclusion, donc, cette loi est très encourageante. Elle instaure un premier cadre légal pour ces startups, car finalement, qui dit start-up dit fonds d'investissement. Qui dit fonds d'investissement, start-up, on pense de fondateurs. On pense aussi à des moyens de rémunération adéquats à ces fondateurs, qui sont généralement, notamment en France, sous forme de valeurs mobilières composées, beaucoup de PSA, d'actions avec PSA, des obligations échangeables, etc. Donc, aujourd'hui, on est content de ce premier encouragement. Et maintenant, il faudra être prudent dans la pratique pour arriver à pour que la SAS marocaine puisse prendre la même trajectoire que la SAS française, qui a été une réussite, mais il y avait beaucoup de craintes au début, mais les praticiens ont pu, être très prudents et canaliser le contentieux finalement, même s'il y a eu beaucoup de contentieux sur certains points, comme l'exclusion, comme la représentation des dirigeants. Mais on peut dire qu'en France, c'était une réussite et on espère une telle réussite au Maroc. Maintenant, comme il a été précisé, il faut rappeler que voilà, donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la rédaction des statuts doit être confiée vraiment à des professionnels et ces mêmes professionnels doivent vraiment prendre toutes leurs précautions et il faut éviter le plus possible de se retrouver dans des zones grises, notamment le silence des statuts. Le silence des statuts, parfois dans la rédaction contractuelle, le silence est envisagé comme une option, c'est mieux que de rentrer dans les détails. Parfois, c'est un avantage, mais dans les statuts de la SAS, ce n'est pas du tout un avantage. Et la pire des choses, c'est se retrouver dans le silence des statuts, que ce soit pour les associés ou pour le juge, ou pour l'arbitre. Donc maintenant, on espère dans le futur qu'il y ait des mesures fiscales qui encouragent l'utilisation de la SAS au Maroc, comme en France, par comparaison, les droits d'enregistrement des parts sociales de la SARL sont de 3%, en tout cas avant à l'époque, et de la SAS était de 0,1%. Donc toute cession de parts sociales de SARL impliquait directement en pratique une transformation en SAS avant d'envisager une telle cession, car c'était très avantageux sur le point fiscal. On espère aussi un assouplissement pour le statut du président. On va voir son statut social sur tout ce qui est CNSS, etc. Sa rémunération, l'imposition de sa rémunération. Donc, on va voir comment cela va être envisagé par la pratique. Et ensuite, on espère aussi que cette réforme va être une première étape, notamment pour tout ce qui est de l'industrie du private equity. Mais aussi, aujourd'hui, on espère une seconde réforme sur les valeurs mobilières composées, tout ce qui est bon de souscription d'actions, stock option, etc. Parce que dans les startups, c'est un moyen de rémunération qui est très important. Et aujourd'hui, au Maroc, on peut parler d'un vide juridique à ce niveau-là, même si on peut trouver quelques appuis juridiques pour mettre en place de tels mécanismes, mais si la loi venait éclaircir de tels points, ça ne pourrait qu'encourager l'usage de cette société. Donc voilà pour la SAS. Maintenant, je vais voir, il y a eu beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à certaines questions. Donc après l'Arbi. Donc Rachida, je vous remercie pour ces explications. Est-ce qu'on peut modifier une SA qui n'est pas en harmonie, mais à toutes les conditions de constitution?
Peut-on la modifier en SAS ou passer par un tribunal? Ça dépend de la mise en harmonie. Vous parlez de mise qui n'est pas en harmonie, ça veut dire qu'il ne respecte pas les conditions. Bon, techniquement parlant, non, il faut respecter les conditions. Après, on peut toujours trouver, il faudra se concentrer pour comment dire, réunir ces conditions. Et je pense directement à des SA où il y a beaucoup d'actionnaires et où on ne peut pas réunir l'unanimité. Donc, effectivement, ça va être un point un peu, comment dire, sensible. Et il faudra, dans la mesure du possible, réunir cette unanimité. Sinon, c'est la nullité de la transformation qui peut avoir des conséquences en cascade très subtiles. Donc, Zohra, quid des anciennes SAS? Là encore, la recommandation est que les anciennes SAS devront être transformées le plus rapidement possible en les nouvelles SAS. Donc, voilà. Une dernière question, comme on n'a pas respecté le temps qui nous était fourni. Donc, l'ARBI, quid de la révocation des dirigeants? Les statuts sont-ils libres de prévoir les règles souhaitées par les associés, notamment de prévoir une révocation ad nutum, sachant que le DOC prévoit que les dirigeants ne peuvent être révoqués que s'il y a des justes motifs? Alors, la réponse à cette question sera oui. En principe, la loi ne parle pas de cet aspect-là, mais le principe est que oui, on peut prévoir dans les statuts une révocation ad nutum. Donc voilà pour cette présentation. J'espère avoir abordé l'ensemble des points. Comme vous le savez, la SAS est très simple, mais peut être aussi très compliquée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je serai ravi d'y répondre. Et merci encore à LexisNexis d'avoir organisé ce séminaire et Angélique Azi d'avoir facilité l'organisation de ce séminaire. Merci beaucoup, Monsieur Belloucine, pour cette présentation sur la SAS. Merci à tous d'avoir participé. Je voulais juste ajouter que Ayoub Belloucine était l'auteur de plusieurs fiches pratiques en droit des sociétés sur la plateforme LexisMA. Il est également l'auteur d'un article sur la loi 1920 dans son intégralité paru au dernier numéro de la revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, que vous pouvez retrouver sur la plateforme LexisMA et que vous pouvez aussi vous procurer en version papier auprès de notre partenaire Icône Juris. Voilà, écoutez, merci encore Monsieur Belloucine. Le replay de ce webinaire sera accessible d'ici 2 ou 3 jours. Le lien figurera sur la page LinkedIn de LexisNexis Maroc. Voilà, merci à tous et bonne journée.